Chapitre 1, l'étranger. La pluie martelait la fenêtre de mon bureau tandis que je consultais les rapports trimestriels de mon cabinet de conseil en sécurité. Après 15 ans passés à bâtir mon entreprise à partir de rien, j'avais appris à apprécier ces dimanches soirs tranquilles. Ma femme Rebecca était à son club de lecture, du moins c'est ce qu'elle prétendait, et la maison semblait paisible, sans ces bavardages incessants sur ses amis professeurs de yoga et leurs derniers potins. Les sonnettes résonnèrent dans le silence. Je jetai un coup d'œil à ma montre, 20h47. Trop tard pour les voisins, trop tôt pour les urgences. Posant mon whisky, je me dirigeai vers la porte d'entrée, remarquant la petite silhouette blottie sous la lumière de notre véranda à travers le judas. Lorsque j'ouvris la porte, une petite fille aux cheveux auburn et aux yeux verts saisissants, identique aux miens, leva vers moi un regard mêlé de soulagement et de désespoir. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans, trempée jusqu'aux os, malgré son petit sac à dos. Elle serrait sa poitrine. « Papa » murmura-t-elle d'une voix à peine audible par-dessus l'orage. Avant que je puisse réagir, elle se jeta dans mes bras, son petit corps tremblant contre le mien. « Papa, tu m'as tellement manqué. On m'avait dit que tu ne voulais plus me voir, mais je savais que c'était faux. » Mon sang se glaça. Je n'avais jamais vu cet enfant de ma vie. Pourtant, elle me semblait familière, d'une manière qui me donna la chair de poule. « Qui es-tu » Je parvins à maîtriser ma voix. Elle retira la confusion, remplaçant la joie dans ses yeux émeraudes. « Je suis ta fille. Je suis Lily. Maman Rebecca a dit que tu étais trop occupée pour venir me voir, mais Madame Patterson est morte et on m'a dit de rentrer à la maison immédiatement. » Le nom de Rebecca m'a frappé comme un coup de massue. Ma femme Rebecca, mais nous n'avions jamais eu d'enfant. Elle avait prétendu pendant des années qu'elle était stérile, que c'était son plus grand regret. Je l'avais accepté, construit notre vie juste pour nous deux. Ma chérie, dis-je prudemment en m'accroupissant à sa hauteur. Je crois qu'il y a eu une erreur. Quel est ton nom de famille ? Morrison, dit-elle sans hésitation. Lily, Grace, Morrison, tout comme toi, tu m'as appris mon nom de famille. Mes mains se mirent à trembler tandis que j'observais son visage de plus près, ses yeux, sa mâchoire têtue, et même la façon dont elle inclinait la tête quand elle était confuse. C'était comme se regarder dans un miroir qui reflétait mes propres traits d'enfant. Entre, dis-je doucement en la conduisant au salon, tu es gelée. Tandis que je l'enveloppais dans une couverture, mes pensées s'emballèrent, si cet enfant était vraiment le mien. Cela signifiait que Rebecca avait menti sur tout, pas seulement sur sa stérilité, mais sur toute une grossesse, son accouchement et, apparemment, sur le fait de donner son enfant. Lily, dis-je doucement, raconte-moi où tu vivais avec Madame Patterson à Portland. Elle était gentille, mais elle est tombée malade. Maman Rebecca venait parfois me rendre visite et m'apporter des cadeaux. Elle disait que tu travaillais tout le temps et qu'il valait mieux que je reste avec Madame Patterson jusqu'à ce que tu sois moins occupé. Chaque mot était un clou de plus dans le cercueil de mon mariage. Rebecca allait à Portland pour des week-ends spa depuis 8 ans. Je ne lui ai jamais posé de questions, je lui faisais entièrement confiance. Maman Rebecca emmenait-elle quelqu'un d'autre avec elle ? Lily hocha la tête avec enthousiasme, oncle Todd, il était drôle et m'a apporté des jouets. Ils ont dit qu'ils te préparaient une surprise. Mais Madame Patterson s'est inquiétée avant qu'ils ne puissent te le dire. Todd, mon estomac se serra. Todd Brennan, l'ami de fac de Rebecca qui avait déménagé à Portland 5 ans auparavant. Le même Todd dont elle avait insisté pour dire qu'il n'était qu'un ami. Quand j'avais remis en question leurs appels téléphoniques fréquents, la porte d'entrée s'ouvrit et le rire de Rebecca résonna dans le hall, suivi d'une voix masculine plus grave. Je reconnus qu'ils étaient tous les deux rentrés tôt et qu'ils n'étaient pas seuls. Lily, murmurai-je d'un ton pressant. J'ai besoin que tu restes très silencieuse et que tu te caches derrière ce canapé. D'accord, ne sors pas avant que je te le dise. Ses yeux s'écarquillèrent de peur, mais elle hocha la tête et se glissa derrière les meubles au moment où Rebecca entrait dans le salon, bras dessus bras dessous avec Todd Brennan. Ils se figèrent tous les deux en me voyant là, leurs visages se vidant de leur couleur en parfaite synchronisation. Blake, balbutia Rebecca, tu rentres tôt. On voulait juste dîner pour se rattraper. 8 ans, dis-je doucement, ma voix chargée d'une fureur contenue. Notre fille est en vie depuis 8 ans, et vous le saviez tous les deux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Todd était devenu complètement blanc, tandis que la bouche de Rebecca s'ouvrait et se fermait sans un bruit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Parvint-elle enfin à dire, mais sa voix se brisait à chaque mot.
De derrière le canapé parvint un léger éternuement. Les yeux de Rebecca se dirigèrent vers le son et je vis la reconnaissance et la terreur se lire sur ses traits. C'est alors que je sus que tout ce que Lily m'avait dit était vrai. Chapitre 2, la vérité sur l'ADN. La confrontation qui suivit fut brève mais brutale. Rebecca fondit en larmes, avouant la grossesse qu'elle avait cachée, l'accouchement secret et sa décision de confier Lily à une famille d'accueil qu'elle avait personnellement choisie à Portland. Todd resta silencieux, le visage imprégné de culpabilité et de peur. C'était un accident, sanglota Rebecca. Nous étions jeunes et tu étais tellement concentré sur la création de ton entreprise. On pensait que c'était mieux ainsi. Mieux pour qui? Demandai-je d'une voix d'un calme mortel. Des années de service militaire et la création d'une entreprise de sécurité m'avaient appris à contenir mes émotions quand il fallait planifier. Vaut-il mieux pour toi et ton petit ami de poursuivre votre liaison sans les inconvénients d'un enfant? Ce n'était pas comme ça. Sortez, dis-je simplement, tous les deux. Maintenant. Ils partirent sans un mot de plus, Rebecca s'arrêtant juste pour prendre une valise. Todd attendait près de sa voiture et je les regardais par la fenêtre tandis qu'ils s'éloignaient ensemble, sans même chercher à cacher leur relation. Lily émergea de derrière le canapé, les larmes aux yeux. « Es-tu vraiment mon papa? » « Je pense que oui, ma chérie. Mais on va s'en assurer. » Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate, le docteur Patricia Hay, et mon enquêteur personnel, Marcus Kim, deux personnes avec qui j'avais beaucoup travaillé dans mon entreprise de sécurité et en qui j'avais une confiance absolue. Blake Patricia m'a dit. Après que je lui ai expliqué la situation, ça va vite se compliquer si l'enfant est la tienne et que Rebecca l'a donné à ton insu et sans ton consentement. Elle a commis plusieurs crimes. Ce n'est pas ma principale préoccupation pour le moment, ai-je répondu en regardant Lily colorier ma table de cuisine. Elle avait dormi dans la chambre d'amis et j'avais passé la nuit à faire des recherches sur les systèmes de placement familial de Portland et les signalements d'enfants disparus. Je veux d'abord un test ADN. Je veux tout savoir sur ce qu'ils font depuis 8 ans. Marcus Kim est arrivé cet après-midi-là avec un kit de test ADN mobile. Ancien agent du FBI reconverti en détective privé, Marcus m'avait aidé sur plusieurs affaires de sécurité d'entreprise à enjeux élevés. Il était minutieux, discret et impitoyable dans sa recherche d'informations. Le test prendra 48 heures, a-t-il dit en scellant les échantillons. Mais Blake la regarda et secoua la tête. La ressemblance est indéniable. Je sais que je veux que tu fouilles dans les activités de Rebecca et Todd, dossiers financiers, habitudes de voyage, communication, tout est considéré comme fait. Mais qu'est-ce que tu prévois? J'ai regardé Lily, qui me montrait un dessin qu'elle avait fait de notre maison. J'ai l'intention d'être père. Tout le reste viendra après. Les résultats ADN sont arrivés mardi matin pendant que Lily regardait des dessins animés. Le docteur m'a appelé dans mon bureau pour m'annoncer la nouvelle que nous attendions tous, 99,7% de probabilité de paternité. Elle est à toi, Blake, complètement et incontestablement. J'ai ressenti un étrange mélange de joie et de rage. Joie de découvrir que j'avais une fille brillante, douce et belle qui m'avait été volée. De la rage pour les 8 années de sa vie. J'avais raté les anniversaires. Premier pas, premier mot. Tout cela à cause de l'égoïsme et de la tromperie de Rebecca étaient mes options légales. La garde exclusive ne sera pas difficile, vu les circonstances. Rebecca a essentiellement kidnappé votre enfant et facilité une adoption illégale. Elle aura de la chance d'éviter la prison. Marcus est entré avec un épais dossier. Tu vas vouloir voir ça. L'enquête avait révélé un schéma de tromperie qui allait bien au-delà d'une simple liaison. Rebecca et Todd préparaient cela depuis des années. Les dossiers financiers montraient que Todd payait les soins de Lily par le biais d'une série complexe de sociétés écrans. Rebecca se rendait à Portland tous les mois, et non toutes les semaines comme elle l'avait dit à la mère d'accueil. Mais la preuve la plus accablante résidait dans leur communication. Marcus avait récupéré des emails et des SMS supprimés datant de 5 ans. Il prévoyait d'attendre que Lily ait 18 ans pour te la présenter à nouveau comme la fille de Todd, issue d'une précédente relation. Marcus a expliqué qu'il voulait l'intégrer progressivement à ta vie, tout en maintenant leur liaison. Ils allaient me dire qu'elle était à lui. D'après leur message, oui. Ils pensaient qu'à 18 ans, tu serais trop attaché à toi pour te soucier de la tromperie et que Lily serait assez grande pour garder leur secret. La cruauté désinvolte de la chose m'a stupéfaite. Ils avaient prévu de me laisser aimer une enfant tout en mentant sur sa filiation, tout cela pour couvrir leur trahison.
Patricia se pencha en avant. Blake, ceci nous donne tout ce qu'il faut pour des poursuites pénales et civiles, mais je dois demander, quel est ton objectif final? Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant Lily jouer dans le jardin avec un chien que nous avions adopté le matin même, un golden retriever qu'elle avait appelé Scout. Elle riait, courait partout sans se soucier du monde, enfin chez elle, là où elle devait être. Je veux qu'ils soient détruits, dis-je doucement, pas seulement légalement. Je veux que leur vie soit démantelée morceau par morceau jusqu'à ce qu'ils comprennent exactement ce qu'ils m'ont pris, à elle et à moi. Blake, je ne parle de rien d'illégal, ai-je précisé. Je parle d'utiliser tous les outils juridiques, financiers et sociaux à ma disposition pour m'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Ils ont eu 8 ans pour savourer leur tromperie. Maintenant, c'est mon tour. Patricia et Marcus échangent un regard. Ils me connaissaient tous les deux suffisamment pour comprendre que lorsque je prenais ce genre de décision, je l'appliquais totalement. Que attendez-vous de nous? Demanda Marcus. Tout ce que l'on peut trouver sur leur vulnérabilité, emploi, finances, relations sociales, relations familiales. Je veux connaître chaque personne qui compte pour eux et chaque source de stabilité dans leur vie. Ensuite, nous les supprimons une par une jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus que les conséquences de leurs actes. Chapitre 3. Construire les fondations. 3 semaines plus tard, j'avais la garde de Lily et suffisamment de preuves pour enterrer Rebecca et Todd au pénal et au civil. Mais la procédure serait rapide. Je voulais que leur destruction soit lente, complète et dévastatrice. La première phase consistait à établir ma nouvelle vie avec Lily. Je l'avais inscrite dans une excellente école privée, embauché une nounou à temps partiel, Madame Garcia, pour mes voyages, et j'avais commencé à défaire 8 ans de mensonges. Lily s'est remarquablement bien adaptée, même si elle posait parfois des questions sur maman Rebecca et oncle Todd. Il devait partir un moment, lui ai-je dit honnêtement. Mais tu n'as plus à t'inquiéter de ça, tu es à la maison maintenant. Pendant ce temps, Marcus avait compilé des profils complets sur Rebecca et Todd. Rebecca travaillait comme coordinatrice marketing pour une petite agence de publicité appartenant à sa colocataire d'université, Jennifer Walsh. Todd avait exploité ses relations à Portland pour créer une agence immobilière relativement prospère, spécialisée dans la location de vacances de luxe. Leur faiblesse devenait évidente. L'employeur de Rebecca, Jennifer, était une fervente catholique qui avait bâti son entreprise sur des valeurs familiales traditionnelles. Elle faisait régulièrement des dons à des associations caritatives pour enfants et ignorait totalement que son employé avait abandonné son propre enfant. Plus important encore, l'entreprise de Jennifer était en difficulté financière et ne pouvait se permettre de perdre des clients importants. L'activité immobilière de Todd dépendait fortement des recommandations d'un réseau soudé de l'élite sociale de Portland. Sa réputation était primordiale sur ce marché et il s'était positionné comme un père de famille digne de confiance, bien que n'ayant jamais été marié. Première étape, et j'expliquais à Marcus au cours du dîner pendant que Lily faisait ses devoirs à l'étage. Je veux que vous contactiez tous les clients importants de l'entreprise de Rebecca et de l'agence immobilière de Todd. Utilisez des sociétés écrans si nécessaire. Devenez des clients potentiels. Quel est l'objectif? Vous allez poser des questions très précises sur leurs antécédents, leurs valeurs familiales, fiabilité, expérience avec les enfants. Qu'ils fournissent spontanément des informations sur le caractère de Rebecca et Todd. Marcus sourit d'un air sombre. Et s'ils mentent ou se présentent sous un faux jour, nous aurons alors des preuves documentées de leur malhonnêteté dans le cadre professionnel. Un motif parfait pour déposer plainte auprès des ordres d'exercice, des associations professionnelles et des clients actuels. Le plan était élégant dans sa simplicité. Ni Rebecca ni Todd n'étaient encore au courant de l'enquête. À leur connaissance, je me concentrais uniquement sur l'obtention de la garde de Lily. Ils ont tous deux engagé des avocats pour l'inévitable procédure de divorce et de garde, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ma deuxième démarche était plus personnelle. Le docteur Jennifer Walsh a reçu un colis anonyme contenant des copies des communications de Rebecca avec Todd, y compris des messages explicites envoyés pendant les heures de travail avec le matériel de l'entreprise. Les messages détaillaient également leur plan pour me tromper sur la filiation de Lily. Patricia avait soigneusement nettoyé les preuves afin de protéger la vie privée de Lily, tout en clarifiant la faute professionnelle. 3 jours plus tard, Rebecca était licenciée. Elle m'a appelé ce soir-là, la voix aiguë de panique, « Blake, j'ai perdu mon emploi. » Jennifer ne veut même pas me dire pourquoi. Elle a juste dit, « Je suis désolé d'apprendre ça », répondis-je sincèrement.
Je ne voulais pas que Lily souffre parce que sa mère était au chômage. Tu devrais peut-être réfléchir à ce que tu as pu faire pour endommager sa confiance. C'est à propos de Lily, n'est-ce pas? Tu essaies de me gâcher la vie parce que j'ai fait une erreur. Tu n'as pas fait d'erreur, Rebecca. Tu as planifié et exécuté une tromperie de 8 ans qui impliquait l'enlèvement de ma fille. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix calculés. Le silence s'est étiré entre nous. Je veux la voir. Rebecca a finalement dit, non, c'est aussi ma fille. Tu as renoncé à ce droit en la cédant sans me prévenir. Mon avocat te contactera pour la procédure de divorce. Ne me contacte plus, ni moi ni Lily, sauf par voie légale. J'ai raccroché et j'ai trouvé Lily debout sur le pas de la porte. Son petit visage était sérieux. Était-ce maman Rebecca? Oui, ma chérie. Est-elle triste? Je me suis agenouillé à sa hauteur. Elle a fait de très mauvais choix qui ont blessé des personnes qu'elle était censée aimer. Parfois, quand on blesse quelqu'un, on finit par être triste à cause des conséquences. Lily a hoché la tête solennellement. Madame Patterson m'a dit que les actes ont des conséquences. Elle a dit que c'est comme ça qu'on apprend à être de bonnes personnes. Madame Patterson était très sage. Ce soir-là, après que Lily se soit endormie, je me suis assise dans mon bureau pour planifier la prochaine étape. La perte de son emploi par Rebecca n'était que le début. Elle et Todd avaient systématiquement détruit ma confiance, volé 8 ans de la vie de ma fille et projeté de me tromper pendant des décennies. Ils voulaient jouer avec ma famille. J'allais leur apprendre exactement comment. C'était dangereux. Marcus a appelé le lendemain matin pour donner des nouvelles de l'entreprise de Todd. J'ai contacté 5 de ses plus gros clients, représentant environ 60% de ses revenus annuels, en me faisant passer pour un investisseur potentiel à la recherche d'un partenaire en gestion immobilière. Il a été très ouvert sur ses valeurs familiales traditionnelles et son expérience avec les enfants. Il a mentionné à plusieurs reprises qu'il croyait fermement à la stabilité familiale et à une communication honnête. Parfait. Documentez tout. Blake, il se lance droit dans cette aventure. Ils sont tous les deux bons. Ils ont eu 8 ans pour avouer. Ils ont choisi la tromperie, chaque jour. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences de ce choix. La chute de Todd serait plus complexe que celle de Rebecca, mais tout aussi dévastatrice. Tout son modèle économique reposait sur la confiance et la réputation dans un petit marché où les rumeurs circulaient. Une fois que ses clients auraient appris son rôle dans l'abandon d'une enfant et la tromperie de son père, son réseau de référence s'évaporerait du jour au lendemain. Mais je ne comptais pas seulement détruire leur carrière. Je comptais démanteler tout leur système de soutien, une révélation soigneusement orchestrée à la fois. À la fin, ils comprendraient exactement ce qu'ils nous avaient volé, Lily et moi, et ils en paieraient le prix. Chapitre 4, les titans du web. 6 semaines après le retour de Lily, l'empire immobilier de Todd commença à s'effondrer. Marcus avait fait un travail impeccable, instaurant la confiance avec les clients clés de Todd tout en documentant secrètement chacun de ses mensonges sur sa personnalité et ses valeurs familiales. La révélation est arrivée via les réseaux sociaux très connectés de Portland. Une personne dont l'identité resterait à jamais anonyme a commencé à partager des documents judiciaires de mon affaire de garde, avec des preuves du rôle de Todd dans la dissimulation de l'existence de Lily à son père. En 48 heures, 3 des plus gros clients de Todd avaient résilié leur contrat. Son entreprise de location de vacances de luxe, bâtie sur des recommandations de l'élite sociale de Portland, perdait de l'argent lorsque les propriétaires ont découvert que leur gestionnaire immobilier, favorable aux familles, avait contribué à cacher une enfant à son père pendant 8 ans. Mais la destruction professionnelle de Todd n'était que le début. Le véritable chef-d'œuvre, c'était ce que j'avais prévu pour sa vie privée. Marcus avait découvert que Todd était fiancé à une femme nommée Catherine Mills depuis longtemps. 2 ans plus tard, Catherine était infirmière pédiatrique, dévastée par ses propres problèmes d'infertilité et désirait désespérément des enfants. Todd l'avait convaincu qu'il partageait ses valeurs familiales et son rêve d'adoption. Catherine ignorait tout de la liaison de Todd avec Rebecca, ni de son rôle dans l'abandon de Lily. Elle l'apprit en recevant un dossier de preuves soigneusement compilé, des photos de Todd et Rebecca ensemble, des échanges sur leur liaison et, plus grave encore, des messages où Todd se plaignait du fardeau financier que représentait l'entretien d'un enfant qu'il avait contribué à créer mais qu'il refusait de reconnaître. Catherine mit fin à leur fiançailles le jour même, non sans avoir partagé ses preuves avec tout son entourage, y compris plusieurs familles importantes de Portland qui avaient recommandé l'entreprise de Todd. La pression psychologique était calculée avec précision.
L'identité de Todd reposait entièrement sur sa réussite en tant que père de famille digne de confiance. Voir cette réputation s'effondrer en temps réel le dévasta bien plus efficacement que n'importe quelle confrontation physique. Pendant ce temps, Rebecca peinait à trouver un nouvel emploi. Le monde du marketing à Portland était restreint et la nouvelle de sa situation familiale s'était rapidement répandue. Le licenciement soudain de Jennifer par l'entreprise. Tous les entretiens semblaient bien se dérouler jusqu'à ce que les employeurs vérifient leurs antécédents ou contactent des références. Je m'étais assuré que quiconque examinerait le cas de Rebecca trouverait les archives publiques de l'affaire de garde, dressant un portrait clair d'une femme qui avait caché son enfant à son père pendant près de 10 ans. Mais ses difficultés professionnelles passaient au second plan par rapport à ce que j'avais prévu pour ses relations familiales. Rebecca était issue d'une famille catholique importante de Sacramento. Ses parents, Robert et Marie, étaient des piliers de leur communauté. Il était juge à la retraite. Elle était bénévole de longue date pour des associations caritatives pour enfants. Les déclarations d'infertilité de Rebecca les avaient toujours intrigués, d'autant plus qu'elle n'avait manifesté aucun intérêt pour l'adoption ou les traitements de fertilité. Ils allaient bientôt comprendre pourquoi. Je me suis envolé pour Sacramento un vendredi matin, laissant Lily avec Madame Garcia. Marcus avait aidé à organiser une rencontre avec Robert et sous prétexte de discuter d'un contrat de conseil en sécurité pour son ancien tribunal, Monsieur Morrison. Le juge a déclaré, « Je suis accueilli dans son bureau. Marcus a fait l'éloge de votre expertise. Comment puis-je vous aider? En fait, votre honneur, je suis ici pour votre fille Rebecca. » Son attitude a immédiatement changé. Rebecca, et Rebecca? J'ai exposé toute la situation calmement et méthodiquement, en fournissant des documents pour chaque affirmation, la grossesse secrète, l'enfant caché, les 8 années de tromperie, la liaison avec Todd. Plus important encore, je lui ai montré des photos de Lily, sa petite fille dont il ignorait l'existence. Jugeait, âgée de 10 ans et 10 minutes, vous me dites que Rebecca a un enfant, notre petite fille, et qu'elle nous ment à ce sujet depuis 8 ans. Oui, monsieur, et elle a donné Lily à mon insu et sans mon consentement, ce qui constitue un enlèvement en vertu des lois de l'Oregon et de la Californie. Marie et nous avait rejoints, attirés par le ton sérieux de notre conversation. En voyant les photos de Lily, elle a halté, elle ressemble exactement à Rebecca à cet âge, a-t-elle murmuré. Oh mon Dieu, Robert, qu'a fait notre fille? Veux-tu rencontrer ta petite fille? Demandai-je doucement. Ils prirent l'avion pour Portland le lendemain. Les retrouvailles furent à la fois réconfortantes et déchirantes. Lily était timide au début, mais elle s'est vite attachée à ses grands-parents, surtout lorsque Marie lui montra ses albums photos de Rebecca enfant. La ressemblance était flagrante et l'amour immédiat. Nous n'en avions aucune idée. Robert répétait sans cesse, Rebecca nous a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Nous prions pour avoir des petits-enfants depuis des années. Elle vit en famille d'accueil, dit Marie en serrant Lily contre elle. Notre petite fille en famille d'accueil, alors que nous avions des chambres vides et le cœur brisé. Je n'avais pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Les parents de Rebecca comprenaient parfaitement ce que leur fille leur avait volé. Ce soir-là, une fois Lily endormie, Robert appela sa fille, Rebecca. Ta mère et moi devons te voir immédiatement, papa. Je ne peux pas pour le moment. Je suis aux prises avec des problèmes juridiques. Nous sommes au courant des problèmes juridiques. Nous sommes au courant pour Lily. Nous sommes au courant de tout. Le silence au téléphone était assourdissant. Prends l'avion demain matin. Nous discuterons de ton avenir après que tu nous auras expliqué comment tu as pu nous cacher notre petite fille pendant 8 ans. Pendant que nous pleurons la mort de nos enfants, nous pensions ne jamais l'avoir fait. Rebecca arriva à Sacramento le lendemain, confrontée à la fureur des parents qui avaient découvert que leur fille n'était pas la personne qu'ils avaient élevée. À son départ, elle avait perdu non seulement leur soutien affectif, mais aussi leur soutien financier. Robert aidait discrètement Rebecca à payer son loyer et sa voiture depuis des années. Cette aide prit fin immédiatement. Plus important encore, la famille a été très connectée au sein des communautés juridiques et sociales de Californie. La nouvelle des agissements de Rebecca se répandrait rapidement, rendant sa recherche d'emploi encore plus difficile. Mais le coup le plus dévastateur restait à venir. Alors que Rebecca rentrait à Portland, ruinée et isolée, elle ignorait que sa liaison avec Todd allait être révélée au grand jour. Marcus travaillait avec Catherine Mills, l'ex-fiancée de Todd, pour établir une chronologie complète de la relation de Todd et Rebecca. Catherine, dévastée par la trahison et le rôle de Todd dans l'abandon d'un enfant,
était devenue une alliée précieuse pour faire éclater la vérité. Ensemble, ils ont préparé un récit détaillé de la liaison, accompagné de photos, de messages et de documents financiers montrant le soutien de Todd à Lily tout en mentant à sa fiancée sur son désir d'enfant. L'histoire a été publiée dans un éditorial invité du journal Alternative Weekly de Portland, écrit par Catherine, intitulé « L'homme que j'ai failli épouser a aidé à cacher un enfant à son père ». L'article est devenu viral. En quelques heures, la communauté sociale soudée de Portland s'est enflammée de discussions sur la tromperie de Todd et Rebecca. L'histoire était particulièrement préjudiciable car elle n'était pas écrite par une personne extérieure en colère, vindicatif ou vindicatif. Elle était écrite par une femme au cœur brisé, trompée par quelqu'un en qui elle avait une confiance absolue. Les derniers clients de Todd l'ont abandonné. Cette semaine-là, Rebecca, qui peinait déjà à trouver du travail, découvrit que sa réputation s'était répandue au-delà de Portland pour devenir un exemple de tromperie et de trahison familiale. Mais je n'en avais pas fini avec eux. Ils avaient volé 8 ans de la vie de ma fille et ils allaient en payer le prix. Chapitre 5, les sources du piège. Au 3e mois, les vies de Todd et Rebecca avaient tellement implosé qu'ils étaient à peine reconnaissables comme les personnes confiantes et prospères qui étaient entrées dans mon salon ce premier soir. Mais leur destruction allait entrer dans une nouvelle phase, une phase qu'ils ne verraient jamais venir. Marcus avait découvert quelque chose d'intéressant en fouillant dans les dossiers commerciaux de Todd. Désespéré de maintenir sa trésorerie après avoir perdu la plupart de ses clients, Todd avait commencé à réduire les tâches de gestion immobilière. Plus précisément, il avait différé l'entretien de plusieurs locations de vacances de luxe, tout en continuant à percevoir l'intégralité des frais de gestion auprès des propriétaires. Ce n'était pas seulement non professionnel, c'était potentiellement frauduleux. Il a dit aux propriétaires que les réparations avaient été effectuées tout en conservant l'argent. Marcus a expliqué, nous avons des factures pour des travaux jamais effectués, des photos montrant la détérioration des lieux et des demandes d'entretien ignorées. À quel point la situation est-elle grave? Au point de justifier des poursuites pénales si les propriétaires l'apprennent? Et il ne s'agit pas de n'importe quel propriétaire. Ce sont des familles parmi les plus riches de Portland, des gens qui n'apprécient guère les escroqueries. Le plan était élégant. J'achèterai l'une des propriétés concernées par l'intermédiaire d'une société écran, je découvrirai immédiatement les retards d'entretien et j'exigerai un compte rendu complet des pratiques de gestion de Todd. Une fois la fraude documentée, je partagerai cette information avec les autres propriétaires concernés. Todd s'exposerait non seulement à des poursuites civiles, mais aussi à des poursuites pénales pour fraude électronique et vol. Pendant ce temps, Rebecca avait commis une erreur critique dans sa recherche d'emploi de plus en plus désespérée. Elle avait commencé à mentir sur son CV et lors des entretiens, prétendant une expérience professionnelle inexistante et des références qu'elle avait fabriquées. Marcus avait documenté chaque fausse déclaration, chaque référence fabriquée, chaque diplôme enjolivé. Quand Rebecca a finalement décroché un nouvel emploi dans une petite association à but non lucratif spécialisée dans les services aux familles, elle a fraudé son CV auprès d'une organisation qui avait une tolérance zéro pour la malhonnêteté, surtout en ce qui concerne les problèmes familiaux. Mais avant que je puisse déclencher l'un ou l'autre piège, un événement inattendu s'est produit. Lily est rentrée de l'école bouleversée, papa. Des élèves parlaient d'un article de journal. Ils disaient des choses méchantes sur maman Rebecca et oncle Todd. Mon sang s'est glacé. J'étais tellement obsédé par la destruction de Rebecca et Todd que je n'avais pas envisagé l'impact que cette révélation publique pourrait avoir sur Lily. Elle n'avait que 8 ans et elle était encore en train de gérer les bouleversements majeurs de sa vie. Qu'ont-ils dit, ma chérie? Ils ont dit que maman Rebecca était une mauvaise personne qui avait menti sur moi et que l'oncle Todd était méchant avec les enfants. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais ils étaient gentils avec moi avant. Ils m'ont apporté des cadeaux et m'ont dit qu'ils m'aimaient. Je me suis assise et je l'ai prise sur mes genoux, avec un moment de doute sur la voie que j'avais choisie. Lily avait déjà traversé suffisamment de traumatismes. Ma quête de vengeance aggravait-elle encore les choses pour elle? Lily, les gens sont compliqués. Parfois, les gens qu'on aime font de mauvais choix qui blessent les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'ont jamais aimé, mais ça veut dire qu'ils doivent assumer les conséquences de leur choix. Es-tu en colère contre moi parce que maman Rebecca a fait des bêtises? Oh, ma chérie, non, jamais. Tu n'as rien fait de mal. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée et je ne t'en voudrais jamais pour ce que d'autres ont fait. Ce soir-là, j'ai appelé Patricia pour discuter de la possibilité de modifier mon approche. Blake, je comprends ton inquiétude pour Lily, mais tu ne peux pas la protéger de tout ça.
La vérité est déjà publique et les actes de Rebecca et Todd ont des conséquences qui échappent à ton contrôle. Mais elle a 8 ans. Elle ne devrait pas avoir à supporter que ses camarades de classe parlent de la liaison de sa mère, non, elle ne devrait pas. Mais elle n'aurait pas non plus dû passer 8 ans en famille d'accueil alors que son père biologique habite à 1 heure de chez elle, ignorant complètement son existence. Rebecca et Todd ont créé cette situation, pas toi. Elle avait raison, mais ça n'a pas simplifié la situation. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé Rebecca. Il faut qu'on parle, tous les trois, toi, moi et Todd Blake. Mon avocat m'a dit, peu importe ce que votre avocat a dit, je vous offre une chance d'en finir avant que la situation ne s'aggrave, bien pire. La pause a été longue. Que voulez-vous? Je veux que vous compreniez exactement ce que vous avez fait et ce qui va se passer si vous ne remédiez pas à cela. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, une salle de conférence du cabinet de Patricia. Todd avait l'air hagard, son assurance habituelle remplacée par une panique à peine contenue. Rebecca semblait avoir perdu 9 kg et vieilli de 5 ans. Soyons très clairs sur notre position. J'ai commencé à disposer les dossiers sur la table. Todd, votre affaire est terminée. Vous avez perdu 60% de vos clients, votre réputation est détruite et votre ex-fiancé s'est assuré que tout le monde à Portland sache exactement quel genre d'homme vous êtes. Mais ce n'est que le début. J'ouvre le premier dossier. Ce sont des documents qui démontrent vos pratiques de gestion frauduleuse, pensions alimentaires différées, fausses factures, dépôts volés. J'ai suffisamment de preuves pour vous inculper de fraude électronique et de vol. Le délai de prescription est de 5 ans, ce qui signifie que vous encourez une peine de prison fédérale. Todd pâlit. Rebecca, votre situation est tout aussi précaire, fraude au CV, mensonge aux employeurs et, bien sûr, les accusations d'enlèvement toujours en instance. Mais au-delà des problèmes juridiques, vous avez perdu le soutien de votre famille, vos perspectives de carrière et votre réputation. Je me penche en avant. Mais voici ce que vous ignorez encore. J'ai méthodiquement documenté chaque aspect de votre tromperie au cours des 3 derniers mois. Je suis au courant de chaque mensonge que vous avez dit à chaque personne. Vous avez trompé chaque coin que vous avez rogné pour maintenir votre mascarade. Que voulez-vous? Demanda Todd d'une voix à peine murmurée. Je veux que justice soit faite pour ce que vous m'avez volé, à moi et à Lily. Mais plus important encore, je veux m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. J'ouvre le deuxième dossier. Il s'agit d'accords de confidentialité, d'excuses publiques et d'accords de restitution. Vous allez reconnaître publiquement ce que vous avez fait, présenter des excuses et verser une compensation financière pour les soins de Lily. Mes frais juridiques. Et si nous refusons, demanda Rebecca, j'utiliserai tous les moyens juridiques, financiers et sociaux à ma disposition pour m'assurer que tu ne t'en remettes jamais. Tes accusations de fraude seront retenues, tes familles connaîtront chaque détail de ta tromperie et tes noms deviendront synonymes de trahison et d'abandon d'enfants dans chaque communauté que tu tenteras de rejoindre. Je me suis levé. Tu as 48 heures pour décider, signer les accords et assumer tes responsabilités ou assumer pleinement les conséquences de tes choix. Blake Rebecca dit doucement, je sais que tu me détestes, mais ne laisse pas cette haine blesser Lily. Je ne te déteste pas, Rebecca. J'ai pitié de toi. Tu avais tout un mari aimant, une belle fille, une belle vie et tu as tout gâché pour une liaison avec un homme qui se souciait si peu des enfants qu'il t'a aidé à abandonner les tiens. J'ai regardé Todd et toi. Tu avais une femme qui t'aimait et qui voulait fonder une famille avec toi. Au lieu de cela, tu as choisi de la tromper tout en soutenant financièrement un enfant que tu refusais de reconnaître. Lily est mieux sans vous deux dans sa vie, mais elle mérite de savoir que tu as pris tes responsabilités. Pour ce que vous avez fait, plutôt que de continuer à mentir et à vous excuser. La réunion s'est terminée sans résolution, mais j'ai pu lire sur leur visage qu'ils comprenaient la gravité de leur situation. Ils étaient piégés et ils le savaient. La question était de savoir s'ils allaient assumer la responsabilité ou me forcer à achever leur destruction. Dans tous les cas, justice serait rendue. Chapitre 6, le choix et ses conséquences. La décision de Rebecca et Todd est intervenue exactement 47 heures et 23 minutes après notre rencontre. Ils ont signé les accords. Les excuses publiques ont été publiées dans les journaux de Portland et de Sacramento, Rebecca reconnaissant avoir fait des choix inexcusables qui ont porté préjudice à ma fille, à mon mari et à nos 2 familles. Todd a admis avoir participé à une tromperie qui a privé un père de sa fille et un enfant de son domicile légitime. La restitution financière était substantielle, 8 ans de pension alimentaire plus les intérêts,
mes frais juridiques et un fonds pour les études supérieures de Lily, garantissant ainsi la pérennité de ses études, quelle que soit leur situation future. Mais l'élément le plus important était l'accord de garde. Rebecca aurait supervisé des visites avec Lily une fois par mois, sous réserve de la fin de sa vie familiale. Une thérapie et une évaluation psychologique. Todd n'aurait aucun contact avec Lily, une condition qu'il a acceptée sans discuter. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. 3 mois plus tard, alors que Lily et moi nous installions dans notre nouvelle vie, Marcus m'a appelé avec une nouvelle inquiétante. Blake, nous avons un problème. Rebecca et Todd n'ont pas respecté l'esprit de leurs accords. Que veux-tu dire? Rebecca a raconté à tout le monde qu'elle avait été forcée de signer sous la contrainte, que tu avais menacé de détruire sa vie si elle ne s'exécutait pas. Elle se pose en victime de ta campagne vindicative au lieu d'assumer la responsabilité de ses actes. J'ai serré les dents. Et Todd, même histoire. Il a raconté à des clients potentiels que son entreprise avait échoué à cause d'un ancien partenaire vindicatif qui répandait des mensonges, et non à cause de ses propres pratiques frauduleuses. Il a même suggéré que tu avais fabriqué des preuves contre lui. J'ai senti la colère froide et familière m'envahir. On leur a donné une chance d'assumer leurs responsabilités et d'avancer dignement. Au lieu de cela, ils ont choisi de continuer à mentir, se présentant cette fois comme des victimes de ma part. Cruauté supposée. Il y a plus, poursuivit Marcus. Rebecca a profité de ses visites supervisées avec Lily pour subtilement miner ta relation avec elle. Rien de manipulatoire, mais des questions pour savoir si tu es constamment en colère, si tu regrettes le bon vieux temps où nous n'étions que tous les trois, ce genre de choses. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais prêt à les laisser conserver une certaine dignité et une certaine défaite, mais s'ils utilisaient Lily comme une arme pour se soustraire à leurs responsabilités, alors ils allaient devoir baisser les bras. Marcus, je veux que tu documentes chaque conversation, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation du récit. S'ils veulent jouer les victimes, ils vont apprendre à quoi ressemble la véritable victimisation. Que prépares-tu? Destruction totale, aucune pitié, aucune dignité, aucun retour en arrière possible. La phase suivante a été plus brutale que tout ce que j'avais fait auparavant. Au lieu de manipuler subtilement leurs réseaux professionnels et sociaux, j'ai opté pour une force directe et écrasante. D'abord, j'ai demandé à Marcus de compiler tous les mensonges qu'ils avaient proférés depuis la signature des accords, chaque fois qu'ils s'étaient présentés comme des victimes au lieu d'assumer leurs responsabilités. Ensuite j'ai créé un site web complet documentant toutes leurs tromperies, avec dossiers judiciaires, communications et preuves photographiques. Ce site n'était ni vindicatif ni émotionnel. Il était clinique, factuel et dévastateur. Quiconque cherchait les noms de Rebecca ou de Todd trouverait un compte rendu complet de leurs actions, de leurs mensonges et de leurs tentatives d'échapper à leurs responsabilités. Mais ce n'était qu'une base. J'ai ensuite fait appel à une société de gestion de réputation, non pas pour assainir leur présence en ligne, mais pour que leur tromperie soit la première chose que l'on apprenne à leur sujet. Chaque plateforme de médias sociaux, chaque réseau professionnel, chaque forum communautaire qu'ils tenteraient de rejoindre découvrirait rapidement qui ils étaient vraiment. Pour Todd, cela signifiait la fin de toute possibilité de reconstruire sa carrière dans l'immobilier. Pour Rebecca, cela signifiait que ses tentatives de trouver un emploi dans le marketing ou la communication seraient impossibles. Aucune entreprise ne pouvait se permettre d'embaucher quelqu'un dont la gestion de la réputation était un tel désastre public. Mais la guerre psychologique ne faisait que commencer. J'ai utilisé mes relations dans le secteur de la sécurité pour m'assurer que Rebecca et Todd soient soumis à des vérifications d'antécédents approfondies chaque fois qu'ils postulaient à un emploi, un appartement ou même à un profil de rencontre. Rien d'illégal, mais suffisamment approfondi pour il serait impossible d'échapper à leur passé. Tout employeur, propriétaire ou partenaire potentiel se renseignerait sur leur histoire avant de prendre le moindre engagement. L'effet fut exactement celui que j'avais prévu. Rebecca retourna vivre à Sacramento chez ses parents, mais même là, l'histoire s'était répandue dans leurs réseaux sociaux. Todd quitta définitivement Portland, mais mon influence s'étendit bien au-delà d'une seule ville. En 6 mois, ils devinrent tous deux inemployables, immariables et socialement isolés. Mais je n'avais pas encore terminé. La phase finale consistait à garantir que leur destruction soit permanente et que Lily n'ait plus jamais à subir leur manipulation. J'ai déposé une requête auprès du tribunal pour la révocation définitive des droits parentaux de Rebecca, invoquant ses tentatives répétées de manipuler Lily lors des visites surveillées et ses déclarations publiques compromettant l'accord de garde.
La requête était étayée par des documents détaillés sur son comportement et des déclarations fournies par l'enquête de Marcus. L'absence de lien juridique entre Todd et Lily était plus facile à gérer. J'ai simplement veillé à ce que toute tentative de sa part de nous contacter ou d'interférer dans nos vies entraîne immédiatement des poursuites judiciaires pour harcèlement. L'audience pour la révocation des droits parentaux de Rebecca fut brutale, mais nécessaire. Patricia a présenté des preuves de la manipulation continue de Rebecca, de son refus d'assumer la responsabilité de ses actes et de ses tentatives de nuire à la relation de Lily avec moi. Votre honneur, a argumenté Patricia, il s'agit d'une femme qui a caché son enfant pendant 8 ans, l'a donné à l'insu du père et a passé l'année écoulée à essayer de manipuler cette même enfant contre son père. Elle n'a manifesté aucun remords sincère, aucune réelle acceptation de responsabilité et aucune capacité à faire passer le bien-être de sa fille avant ses propres désirs de sympathie et de contrôle. L'avocat de Rebecca a tenté de faire valoir que j'avais été vindicatif et cruel dans ma réponse à sa tromperie, mais les preuves étaient accablantes. Chacune de mes actions était légale et chaque conséquence qu'elle avait subie était le résultat direct de ses propres choix. La décision du juge a été rapide et définitive. Les droits parentaux de Rebecca ont été retirés et il lui a été ordonné de ne plus avoir de contact avec Lily jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la majorité et puisse prendre ses propres décisions concernant leur relation. Alors que Rebecca quittait le tribunal en larmes, je n'éprouvais aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire, juste la sombre certitude que justice avait été rendue et que Lily était enfin à l'abri de toute nouvelle manipulation. Ce soir-là, j'étais assise avec Lily dans notre salon pour l'aider à faire ses devoirs, tandis que Scoot dormait à ses pieds. Elle s'épanouissait dans sa nouvelle école, s'était fait plusieurs amis proches et ne montrait aucun signe de traumatisme lié à la procédure de garde. « Papa, dit-elle soudain, je t'ai entendu parler du tribunal avec Madame Garcia aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que maman Rebecca ne viendra plus me voir ?» J'ai pesé mes mots avec soin. Lily, parfois, les adultes font des choix qui blessent les autres et ces choix doivent avoir des conséquences. Maman Rebecca a pris des décisions qui n'étaient bonnes ni pour toi ni pour notre famille. Le juge a donc décidé qu'il valait mieux qu'elle ne vienne pas me voir pendant un certain temps. La reverrai-je quand je serai grande? Quand on est adulte, on peut décider soi-même qui on veut avoir dans sa vie. Mais pour l'instant, c'est mon devoir de te protéger et de veiller à ta sécurité et à ton bonheur. Elle hocha la tête sérieusement puis retourna à ses devoirs. Pas de larmes, pas de traumatisme, juste l'acceptation pragmatique des enfants lorsque les adultes gèrent les situations difficiles avec justesse. Rebecca et Todd avaient joué avec ma famille et tout perdu. Les conséquences de leur choix les suivraient toute leur vie, exactement comme ils le méritaient. Mais Lily et moi avions tout ce dont nous avions besoin l'un pour l'autre, un foyer stable et un avenir libre de leur tromperie et de leur manipulation. Justice n'était pas seulement rendue, elle était complète. Chapitre 7, les nouvelles fondations. 6 mois après la décision finale du tribunal, Lily et moi avions construit une vie que ni Rebecca ni Todd n'auraient jamais pu imaginer. Notre foyer était rempli de rire, d'amour et du bonheur authentique qui naît de l'honnêteté et de la confiance. Lily s'épanouissait à l'école, notamment en sciences et en mathématiques, matière qui me rappelait chaque jour à quel point son développement intellectuel m'avait manqué pendant ces 8 années volées. Elle avait rejoint le club de robotique de l'école et s'était liée d'amitié avec 2 filles, Emma et Sophie, dont les familles nous avaient accueillis dans leur cercle social sans poser de questions ni nous juger. Mon entreprise avait connu une croissance significative, en partie grâce à la nouvelle, dans la communauté professionnelle de Portland, de ma gestion de la situation avec Rebecca et Todd. Plusieurs cadres m'avaient sollicité pour des conseils en sécurité, notamment parce qu'ils admiraient la manière méthodique et rigoureuse dont je protégeais ma famille et tenais les malfaiteurs pour responsables. Mais notre nouvelle vie paisible allait être mise à rude épreuve d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Tout a commencé par un appel de Marcus, un mardi matin de novembre. « Blake, nous avons un problème. Les parents de Rebecca souhaitent te rencontrer. » Je me suis arrêté pour observer Lily par la fenêtre de la cuisine, jouant avec Scoot dans le jardin. Que veulent-ils? Ils veulent discuter des droits de visite avec Lily. Ils prétendent que, tout en comprenant et en soutenant la révocation des droits parentaux de Rebecca, ils estiment qu'ils devraient bénéficier d'un droit de visite des grands-parents, indépendamment des agissements de leur fille. Absolument pas, Blake, écoute-moi bien. Ils ont raison. Légalement, ils ignoraient l'existence de Lily à cause de la tromperie de Rebecca, et ils n'ont fait que te soutenir. Tout au long de cette procédure, ils ont témoigné contre leur propre fille pour étayer ta demande de garde. J'y ai réfléchi. Robert et Marie avaient effectivement été de précieux alliés pour révéler la tromperie de Rebecca.
Ils ont fourni un témoignage crucial sur les mensonges de Rebecca concernant sa prétendue infertilité, et leur choc et leur colère en découvrant leur petite fille cachée étaient sincères. Mais j'ai appris à ne faire confiance à personne pour protéger Lily. Organise une rencontre, ai-je finalement dit. Mais précise bien que toute relation avec Lily passe par moi, selon mes conditions, sous ma surveillance. La rencontre a eu lieu au bureau de Patricia la semaine suivante. Robert et Marie paraissaient plus âgés que lors de ma première rencontre, épuisés par la honte des actes de leur fille et par la perte de Rebecca et de leur petite fille, Monsieur Morrison. Robert a commencé solennellement, nous tenons à reconnaître une fois de plus que les actes de notre fille étaient inexcusables. Marie et moi avons passé des mois à essayer de comprendre comment nous avons élevé une enfant capable d'une telle tromperie. Nous ne sommes pas ici pour défendre Rebecca ni pour vous demander pardon, a ajouté Marie. Nous savons que c'est impossible et nous ne nous y attendons pas, mais nous sommes ici pour demander s'il existe un moyen d'entretenir avec Lily une relation indépendante des crimes de notre fille. Je les ai étudiés attentivement. Que proposez-vous exactement? Des visites supervisées au départ? Robert a dit, peut-être une fois par mois ici à Portland, en votre présence permanente. Nous comprenons que la confiance se gagne et nous sommes prêts à travailler dans les limites que vous fixerez. Nous savons que nous avons échoué en tant que parents avec Rebecca. Marie a continué, les larmes aux yeux. Nous ne voulons pas aggraver cet échec en perdant complètement notre petite fille. C'est la seule famille dont nous pouvons être fiers. Leur douleur était sincère. Mais j'avais appris à voir au-delà des émotions et à prendre en compte les réalités pratiques. Si je devais y réfléchir, j'ai dit avec prudence qu'il y aurait des conditions non négociables. Nommez-les, a immédiatement dit Robert. Premièrement, vous n'aurez jamais de contact avec Rebecca au sujet de Lily. Si je découvre que vous partagez des informations sur Lily avec Rebecca ou que vous facilitez toute forme de contact indirect, tous les droits de visite cesseront définitivement. Ils ont acquiescé. Deuxièmement, toute relation que tu entretiens avec Lily reconnaît que je suis son seul parent. Tu n'essaies pas de remplacer qui que ce soit ni de combler un vide. Vous êtes simplement des grands-parents qui veulent connaître leur petite fille. Bien sûr, dit Marie. Troisièmement, si Lily exprime un malaise face à ces visites ou demande qu'elle cesse, elle cesse. Son bien-être émotionnel passe avant les désirs de quiconque, y compris les miens. Nous ne voudrions pas qu'il en soit autrement, m'assura Robert. Et j'ai fini par dire, la voix devenant plus dure, si jamais tu essaies de manipuler Lily, de saper mon autorité ou d'utiliser ta relation avec elle pour faire avancer d'autres objectifs que de l'aimer inconditionnellement, je te détruirai aussi profondément que j'ai détruit ta fille. Sommes-nous bien compris? La menace planait dans l'air comme une présence physique. Ils avaient vu de quoi j'étais capable quand on menaçait ma famille, dit Robert d'une voix claire comme de l'eau de roche. J'ai accepté une période d'essai de visite supervisée, commençant par 2 heures une fois par mois à mon domicile. Patricia a rédigé un accord détaillant toutes les conditions et Robert et Marie ont signé sans hésitation. La première visite a été gênante, mais réussie. Lily était d'abord timide avec ses grands-parents, mais la douceur de Marie et l'intérêt patient de Robert pour ses projets de robotique l'ont peu à peu séduite. Ils apportèrent des albums photos de l'enfance de Rebecca, soigneusement retouchés pour mettre l'accent sur l'histoire familiale plutôt que sur leur fille. Dès la 3e visite, Lily était ravie de les voir et j'ai commencé à relâcher légèrement ma surveillance, les laissant discuter en privé pendant que je restais dans la même pièce. C'est lors de la 4e visite que le véritable test eut lieu. Lily montrait un projet scolaire à Marie lorsqu'elle demanda soudain, « Grand-mère Marie, crois-tu que je manque à maman Rebecca ?» Les yeux de Marie se remplirent de larmes et elle me regarda d'un air incertain. C'était exactement le genre de manipulation émotionnelle que j'attendais, mais la réponse de Marie me surprit. « Oh, ma chérie, dit doucement Marie, je suis sûre que tu lui manques. Mais parfois, les adultes font des erreurs si graves qu'ils doivent en assumer les conséquences, même si elles les rendent très tristes. Mais tu l'aimes toujours, même si elle a fait des erreurs. Oui, je l'aime toujours. C'est ma fille et je l'aimerai toujours. Mais aimer ne signifie pas accepter un mauvais comportement ou prétendre que les erreurs graves n'ont pas de conséquences graves. Lily hocha la tête pensivement. Papa dit qu'aimer quelqu'un signifie le protéger des gens qui pourraient lui faire du mal, même si ces gens l'aiment aussi. Ton papa est très sage, dit Marie en me regardant avec une pointe de respect. Ce soir-là, après le départ de Robert et Marie, Lily et moi avons discuté de la conversation. Papa, est-ce normal que je me sois demandé ce qu'il en était de maman Rebecca? Bien sûr que non. Ma chérie,
c'est naturel de se demander ce qu'il en était des gens qui comptaient pour toi, même quand ils ne font plus partie de ta vie. Mais je ne veux plus la revoir. Est-ce mal? Je me suis agenouillé à sa hauteur. Lily, tu peux décider de ce que tu ressens pour les gens. Tu n'es pas obligé d'aimer quelqu'un juste parce qu'il est de ta famille, et tu n'es pas obligé de pardonner à quelqu'un juste parce qu'il s'excuse. Tes sentiments t'appartiennent et ils sont valables, quels qu'ils soient. J'aime bien grand-mère Marie et grand-père Robert. Ils sont gentils et ne me perturbent pas comme le faisait maman Rebecca. C'est à ce moment-là que j'ai su que les visites de la famille pouvaient reprendre. Lily faisait clairement la distinction entre les personnes qui la rassuraient et celles qui la mettaient mal à l'aise, et ses grands-parents avaient réussi ce test. Au cours des mois suivants, Robert et Marie sont devenus des piliers de nos vies. Ils ont assisté aux compétitions de robotique de Lily, lui ont envoyé des cadeaux d'anniversaire attentionnés et lui ont témoigné cet amour inconditionnel de grands-parents qui a enrichi sa vie sans la compliquer. Plus important encore, ils n'ont jamais mentionné Rebecca ni tenté de plaider pour le retour de leur fille dans nos vies. Ils comprenaient que leur relation avec Lily était un privilège, et non un droit, et ils l'ont traitée en conséquence. Au premier anniversaire de notre première rencontre, j'avais suffisamment relâché la surveillance pour leur permettre d'emmener Lily déjeuner ou au parc, mais toujours avec des limites et des heures de retour claires. Le contraste avec le comportement de Rebecca était saisissant. Là où Rebecca avait constamment essayé de manipuler les situations à son avantage, Robert et Marie faisaient toujours passer les besoins de Lily en premier. Là où Rebecca avait menti et trompé, ils étaient d'une honnêteté transparente sur tout, y compris les échecs de leur fille. Ils avaient prouvé que les liens du sang ne créaient pas automatiquement la confiance, mais que la confiance, une fois acquise, pouvait créer des liens familiaux durables. En regardant Lily et ses grands-parents travailler ensemble sur un projet scientifique dans notre salon, j'ai réalisé que parfois, la destruction de relations toxiques laisse la place à l'épanouissement de relations saines. Rebecca et Todd avaient définitivement disparu de nos vies, mais l'espace qu'ils avaient laissé derrière eux avait été rempli de personnes qui se souciaient sincèrement du bien-être de Lily plus que de leurs propres désirs. C'était une victoire à célébrer. Chapitre 8, le retour inattendu. La vie avait retrouvé un rythme confortable lorsque Lily a eu 10 ans. Elle s'épanouissait scolairement, entretenait de solides amitiés, et sa relation avec ses grands-parents était devenue l'un des points forts de sa vie. J'ai commencé à fréquenter une pédiatre, le docteur Sarah Montgomery, que Lily adorait, et mon entreprise s'était étendue à 3 bureaux dans le Nord-Ouest Pacifique. Pendant 2 ans, Rebecca et Todd n'ont été que des exemples édifiants. Leurs noms étaient parfois mentionnés dans des conversations sur l'importance d'une communication honnête dans les relations. Je pensais qu'ils étaient loin, aux prises avec les conséquences permanentes de leur choix. J'avais tort. Le premier signe de trouble est apparu un jeudi matin, lorsque l'école de Lily a appelé pour signaler qu'une femme prétendant être sa mère avait tenté de la faire sortir de la classe. La femme avait une pièce d'identité indiquant son nom, Rebecca Morrison. Le proviseur Davis a expliqué, quand nous lui avons dit que vous seul étiez autorisé à venir chercher les enfants, elle s'est agitée et a prétendu qu'il y avait une erreur dans nos dossiers. Est-elle partie paisiblement? Finalement, mais pas avant d'avoir exigé de savoir qui avait modifié les formulaires d'autorisation et d'avoir menacé de contacter le conseil scolaire au sujet de l'erreur. Mon sang s'est glacé. Rebecca avait légalement repris son nom de jeune fille après notre divorce et elle n'avait aucun droit légal d'utiliser mon nom de famille. Plus important encore, elle violait l'ordonnance du tribunal en tentant de contacter Lily. Avez-vous appelé la police? Nous avons pensé qu'il fallait vous contacter en premier. Devrions-nous porter plainte? Absolument, et s'il vous plaît, envoyez-moi les images de sécurité de l'incident. J'appelle Patricia immédiatement. Rebecca est de retour et elle viole l'ordonnance de protection. Je vais demander une audience d'urgence. En attendant, renforcer la sécurité à l'école de Lily et envisager de demander à Marcus d'assurer sa protection personnelle jusqu'à ce que nous sachions ce que Rebecca prépare. Cet après-midi-là, Marcus est arrivé avec des nouvelles inquiétantes. Blake, il n'y a pas que Rebecca, Todd est de retour aussi. Et ils ne sont pas seuls. Que voulez-vous dire? Ils ont engagé un avocat nommé Anthony Morrison, aucun lien de parenté avec vous, juste une malheureuse coïncidence. Il est spécialisé dans ce qu'il appelle les affaires de droit du père, mais sa véritable spécialité est de contester les accords de garde par la pression publique et la manipulation médiatique. J'ai eu un coup de cœur. Ils rendent les choses publiques. C'est pire. Morrison a des liens avec plusieurs organisations de défense des droits des hommes et des militants antitribunaux aux affaires familiales.
Il présente Rebecca comme une mère systématiquement détruite par un ex-mari vindicatif, et Todd comme la victime de votre campagne de harcèlement. Mais les archives judiciaires sont interprétées de manière sélective. Ils se concentrent sur l'enquête privée, la destruction de réputation, le ciblage systématique de leurs relations professionnelles. Ils prétendent que vous avez utilisé votre fortune et vos relations pour fabriquer des preuves et manipuler le système judiciaire. J'ai senti une colère froide et familière s'installer, mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas que de moi. Ils menaçaient la stabilité et la sécurité de Lily. Quel est leur objectif? D'après ce que j'ai compris, ils veulent que le tribunal réexamine l'accord de garde. Morrison soutient que Rebecca a été contrainte de renoncer à ses droits parentaux et que la procédure initiale a été entachée par vos tactiques d'intimidation extrajudiciaire. Et il pense que cette stratégie fonctionnera. Dans le contexte médiatique actuel, l'histoire d'une mère en deuil luttant pour renouer avec sa fille est peut-être plus pertinente que celle d'une femme qui a abandonné son enfant pendant 8 ans. Ce soir-là, après que Lily se soit endormie, j'étais assise dans mon bureau à planifier ma réponse. Rebecca et Todd avaient commis leur plus grave erreur, mais ils avaient supposé que ma tenue antérieure signifiait que je ne voulais pas les détruire complètement. Ils allaient bientôt apprendre le contraire. La première étape a été une action en justice immédiate et écrasante. Patricia a porté plainte pour outrage au tribunal, violation d'ordonnances restrictives et harcèlement. Nous avons demandé une audience d'urgence et exigé que Rebecca et Todd soient placés en détention jusqu'à leur procès. Mais l'action en justice allait tarder et ils étaient déjà en train de mobiliser leur campagne de relations publiques. La deuxième étape a été la guerre de l'information. J'ai demandé à Marcus de compiler tous les éléments de preuve de nos enquêtes précédentes, chaque mensonge, chaque tromperie, chaque tentative de manipulation du récit. J'ai ensuite créé un contre-discours exhaustif présentant leur retour non pas comme une lutte pour les droits parentaux, mais comme la continuation de leur schéma de manipulation et de tromperie. Le site web que j'avais créé pour documenter leur tromperie initiale a été mis à jour avec leurs dernières actions, y compris des images de sécurité montrant Rebecca tentant de retirer Lily de l'école et des copies des ordonnances judiciaires qu'ils violaient. Mais la troisième étape était la plus importante. J'allais utiliser leur propre stratégie contre eux. S'ils voulaient se battre devant l'opinion publique, je leur offrirais un combat inoubliable. J'ai contacté des journalistes d'investigation spécialisés dans les affaires familiales, leur donnant un accès complet à tous les dossiers et preuves judiciaires. Pas seulement les parties favorables, tout. La chronologie complète de la tromperie de Rebecca, les preuves d'abandon, les tentatives de manipulation lors des visites surveillées et maintenant leur violation des ordonnances judiciaires. L'histoire qui en a résulté a été dévastatrice pour le récit de Rebecca et Todd. Des mères locales se battent pour la garde de leurs enfants, des années de tromperie, titrait le plus grand journal de Portland. L'article démontait méthodiquement chaque affirmation de Morrison et de ses clients, utilisant des dossiers judiciaires et des preuves documentées pour démontrer que Rebecca n'avait pas été détruite par un ex-mari vindicatif. Elle avait été tenue responsable de l'abandon de son enfant. L'article comprenait des entretiens avec Jennifer Walsh, l'ancienne employeuse de Rebecca, qui détaillait les politiques de l'entreprise que Rebecca avait violées en menant une liaison avec des ressources professionnelles. Il comprenait également des entretiens avec Catherine Mills, l'ex-fiancée de Todd, qui expliquait comment Todd lui avait menti sur ses valeurs familiales tout en soutenant secrètement un enfant qu'il refusait de reconnaître. Le plus dommageable, c'était l'évaluation psychologique réalisée lors de la procédure initiale de garde, qui avait révélé que Rebecca présentait des tendances narcissiques et une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes. La réaction publique fut rapide et impitoyable. Les organisations de défense des droits des hommes qui avaient initialement soutenu la cause de Rebecca prirent discrètement leur distance lorsque tous les faits furent rendus publics. Morrison se retrouva confronté à des plaintes pour dénaturation des faits aux médias. Mais Rebecca et Todd n'avaient pas fini de se disputer. 3 jours plus tard, ils tentèrent d'enlever Lily. Leur tentative était maladroite et désespérée. Ils attendirent devant son école et s'approchèrent d'elle alors qu'elle se dirigeait vers la zone de ramassage où Madame Garcia l'attendait. « Lily, ma chérie, c'est maman Rebecca », dit Rebecca en s'efforçant de garder une voix calme. « Il y a eu une erreur et je dois te ramener à la maison. » Lily, maintenant âgée de 10 ans et bien plus sûre d'elle que la petite de 8 ans effrayée qui s'était présentée à ma porte, regarda Rebecca avec une nette reconnaissance, mais sans chaleur. « Tu n'es pas censé me parler, » dit Lily fermement. « Mon père a dit, tu n'avais pas le droit, ma chérie. » Le juge a changé d'avis. Tout est réglé maintenant. C'est alors que Todd s'est manifesté. « Lily, il faut qu'on y aille.
Ton père a des ennuis et on doit te protéger. C'était exactement ce qu'il ne fallait pas dire. Lily avait appris à se méfier des inconnus et des tactiques de manipulation. Elle a immédiatement couru vers Madame Garcia en criant à l'aide. Le système de sécurité de l'école a tout filmé. Rebecca et Todd ont été arrêtés en quelques heures et inculpés de tentatives d'enlèvement, de violation d'ordonnances restrictives et de mise en danger d'enfants. Morrison a tenté de faire passer l'incident pour un malentendu, mais les preuves vidéo étaient accablantes. Lors de l'audience d'urgence pour la garde à vue le lendemain, la juge Williams n'a pas caché son dégoût. En 30 ans de carrière, elle a déclaré « J'ai rarement vu un mépris aussi flagrant pour les décisions de justice et la protection de l'enfance. Les accusés ont non seulement violé plusieurs ordonnances restrictives, mais ont tenté d'enlever un enfant par tromperie et manipulation. » Le nouvel avocat de Rebecca a tenté de faire valoir qu'elle n'était qu'une mère cherchant à renouer avec sa fille, mais le juge Williams l'a interrompu. « Maître, votre cliente a perdu ses droits parentaux suite à une procédure judiciaire impliquant de nombreuses preuves d'abandon et de tromperie. Sa réponse à cette décision a été de refuser d'assumer ses responsabilités et de travailler à sa réhabilitation. Elle a violé les décisions de justice et tenté d'enlever l'enfant. Elle s'est adressée à Rebecca et Todd, vous serez tous deux détenus sans caution dans l'attente de votre procès. Si vous êtes reconnu coupable, vous encourez une lourde peine de prison. Plus important encore, vous avez démontré que vous représentez un danger clair et réel pour la sécurité et le bien-être de cet enfant. » Tandis qu'on les emmenait menottés, Rebecca s'est tournée vers moi, le regard empreint de haine. « Ce n'est pas fini, a-t-elle chuchoté. « Si, ai-je répondu doucement. « Si, mais j'avais tort. » Une fois de plus, la confrontation finale était encore à venir. Chapitre 9, le jugement dernier. 6 mois plus tard, Rebecca et Todd ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation et condamnés à 5 ans de prison fédérale pour tentative d'enlèvement transfrontalier. Morrison a perdu sa licence d'avocat et a été inculpé de complot et de subornation de témoins. Leur soutien public avait complètement disparu, les laissant isolés et démunis. Mais leur incarcération n'a pas mis fin à l'histoire. Elle en a marqué le point final. Durant leur incarcération, Rebecca et Todd ont commencé à contacter d'autres détenus, des membres de leur famille et même le personnel pénitentiaire, essayant de susciter la sympathie pour leur cause et de rassembler des soutiens pour les appels. Ils se sont présentés comme des victimes de ma richesse et de mon influence, affirmant avoir été manipulés par un système corrompu. Marcus, qui avait surveillé leur communication dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, m'a apporté des nouvelles inquiétantes sur leurs activités en prison. Ils n'ont pas fini, Blake. Rebecca a écrit des dizaines de lettres à Lily. La prison les détient en vertu de l'ordonnance de protection, mais elle dit aux autres détenus que vous interceptez sa correspondance avec sa fille et Todd. Il a essayé de contacter des journalistes d'investigation, affirmant avoir des preuves que vous avez monté de toutes pièces le dossier contre eux. Il a également contacté des organisations de défense des droits des prisonniers, essayant de se présenter comme une victime d'une mauvaise conduite du parquet. Même depuis la prison, ils poursuivaient leur campagne de manipulation et de tromperie. Mais leur plus grosse erreur restait à venir. Rebecca a commencé à correspondre avec une podcasteuse spécialisée dans les histoires de crimes réels, Elena Rodriguez, spécialisée dans les histoires de condamnations injustifiées et de corruption des tribunaux aux affaires familiales. Rebecca a raconté à Elena un récit soigneusement élaboré sur sa séparation d'avec sa fille par un ex-mari vindicatif qui utilisait sa fortune et ses relations pour manipuler le système judiciaire. Elena, initialement sensible à l'histoire de Rebecca, a commencé à enquêter sur l'affaire en vue d'un éventuel épisode. Elle m'a contacté pour obtenir un commentaire. « Monsieur Morrison, je travaille sur un article concernant l'affaire de votre ex-femme. Elle affirme que vous avez eu recours à des détectives privés et à la manipulation des médias pour détruire sa réputation et lui voler sa fille. Souhaitez-vous réagir à ces allégations? Madame Rodriguez, je serais ravi de vous donner accès à tous les dossiers judiciaires, preuves et documents relatifs à cette affaire. Je pense que vous constaterez que les faits racontent une histoire bien différente de celle que Rebecca vous a racontée. » L'enquête d'Elena a pris 3 mois. Quand elle a terminé, elle avait une histoire, mais pas celle que Rebecca s'attendait. L'épisode du podcast intitulé « La mère qui a donné son enfant » était un exposé dévastateur de la tromperie de Rebecca et de Todd. Elena avait interviewé toutes les personnes impliquées dans l'affaire, Jennifer Walsh, Catherine Mills, Robert et Marie, le docteur Patricia Marcus et même les voisins de Madame Patterson qui se souvenaient de visites peu fréquentes de Rebecca pour voir Lily. L'épisode a méthodiquement démantelé chaque mensonge que Rebecca avait dit, en utilisant des dossiers judiciaires,
des enregistrements audio et des preuves documentées pour montrer qu'elle n'avait pas été victime de ma justification. Elle avait été tenue responsable de l'abandon de son enfant, puis en mettait à ce sujet pendant des années. Mais le moment le plus puissant est venu quand Elena a interviewé Lily, maintenant âgée de 11 ans et suffisamment articulée pour parler d'elle-même. « Vouliez-vous vivre avec votre mère biologique ?» demanda doucement Elena. « Non, dit simplement Lily. Elle m'a fait me sentir confus et effrayé. Elle me poserait des questions sur mon papa et essayait de me faire penser qu'il était méchant, mais mon papa n'a jamais été méchant avec moi. Il me protège et prend soin de moi et me fait me sentir en sécurité. Vous souvenez-vous d'un peu vivre avec Madame Patterson? Elle était gentille, mais elle m'a dit que mes vrais parents ne pouvaient pas prendre soin de moi. À ce moment-là, je me suis toujours demandé pourquoi. Maintenant, je sais que c'est parce que mon vrai papa ne savait pas que j'avais existé. Que pensez-vous de votre vie maintenant? J'adore ma vie. J'ai mon papa et mon scout et grand-mère Marie et grand-père Robert et le docteur Sarah. J'ai des amis et de l'école et du club de robotique. Je suis content. Vous manquez votre mère biologique? Ce fut une longue pause. Je suis triste qu'elle ait fait de mauvais choix, mais je ne manque pas d'être confus et effrayé tout le temps. L'épisode du podcast est devenu viral, atteignant finalement plus de 2 millions de téléchargements. Le récit de Rebecca et Todd a été complètement détruit et leurs appels ont été refusés par chaque tribunal qui les a examinés, mais la véritable conclusion est arrivée 2 ans plus tard, lorsque Lily a eu 13 ans. Je l'ai trouvée dans sa chambre un soir en lisant une lettre. Elle me leva les yeux avec des larmes aux yeux. « Papa, c'est de maman Rebecca. Elle l'a écrit avant d'aller en prison, mais le tribunal me l'a donné. Maintenant que je suis plus âgé. » Je me suis assis à côté d'elle. « Voulez-vous en parler ? » Elle dit qu'elle est désolée et qu'elle m'aime et qu'elle espère un jour, je comprendrai pourquoi elle a fait les choix qu'elle a faits. Comment cela vous fait-il ressentir ? Lily était calme pendant longtemps. Je pense qu'elle m'aime à sa manière, mais je pense aussi qu'elle ne comprend pas ce que l'amour signifie vraiment. Que pensez-vous que l'amour signifie ? L'amour signifie mettre l'autre personne en premier, même quand c'est difficile. L'amour signifie dire la vérité, même quand ça fait mal. L'amour signifie protéger quelqu'un, ne pas l'utiliser. Elle m'a regardé avec ses yeux verts qui correspondaient aux miens. Tu m'aimes dans le bon sens, papa. Vous m'avez toujours mis en premier, même quand c'était difficile. Vous m'avez dit la vérité sur tout, même les mauvaises parties, et vous m'avez protégé des gens qui voulaient me blesser, même lorsque ces gens étaient liés à vous surtout. La famille n'est pas seulement une question de sang, papa. La famille est sur qui prend soin de vous et vous fait vous sentir en sécurité et vous aide à devenir la meilleure personne que vous puissiez être. Elle a plié la lettre et l'a mise dans son tiroir de bureau. Je pourrais lui écrire un jour quand je suis adulte, mais pas pour avoir une relation avec elle, juste pour lui faire savoir que je vais bien et que je suis heureux. Et si vous décidez que vous ne voulez jamais réécrire, ça va aussi. Je sais que vous m'avez appris que je choisis qui je laisse dans ma vie. Cette nuit-là, alors que je la glissais au lit, Lily m'a posé une dernière question. « Papa, pensez-vous que maman Rebecca et l'oncle Todd ont appris quoi que ce soit de ce qui s'est passé ?» J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Je pense qu'ils ont appris que les actions ont des conséquences. Qu'ils aient appris quoi que ce soit sur la responsabilité ou en mettant les autres, je ne sais pas, mais ce n'est plus notre préoccupation, parce que nous sommes en sécurité maintenant, parce que vous êtes en sécurité maintenant et vous serez toujours en sécurité tant que je suis ici pour vous protéger. Elle sourit et ferma les yeux. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Lily, plus que tout au monde. En éteignant sa lumière et en descendant, j'ai réfléchi aux 3 années depuis cette nuit pluvieuse quand une petite fille était apparue à ma porte en m'appelant papa. Rebecca et Todd avaient volé 8 ans d'enfance de Lily et ont presque détruit les 2 vies avec leur tromperie et leur manipulation. Mais à la fin, leur cruauté avait conduit à quelque chose de beau. Lily et moi avions construit une relation basée sur l'honnêteté, la confiance et l'amour inconditionnel. Elle avait des grands-parents qui l'adoraient, une belle-mère potentielle qui s'occupait profondément de elle et un avenir plein de possibilités. Rebecca et Todd avaient tout perdu, leur liberté, leur réputation, leurs relations, leur avenir, mais, plus important encore, ils avaient perdu toute revendication pour la famille qu'ils ont essayé de manipuler et de contrôler. La justice n'était pas seulement dans leur punition. C'était dans le bonheur, la sécurité et la confiance de Lily. C'était dans la vie que nous avons construite ensemble, exempte de leurs mensonges et de leurs manipulations. Ils avaient joué avec ma famille et avaient tout perdu. J'ai protégé ma fille et j'ai gagné tout ce qui comptait.
En fin de compte, c'était toute la vengeance dont j'avais besoin. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.